à cette deuxième table ronde de la journée SLM Pro, une table ronde qui portera sur l'achat local et les pratiques éco-responsables. Mon nom est Catherine Voyer-Léger et j'aurai le plaisir d'animer cette discussion. Donc, pour cette discussion, nous avons 3 invités. Je vous les présente rapidement. Jean-François Ménard, qui est analyste au CIREG. Bonjour Jean-François. Kevin Cordeau, responsable de la production aux éditions Éco-Société. Bonjour, Kevin. Bonjour. Et Stéphane Abraham, directeur des ventes chez Roland Inc. Bonjour. Stéphane. Donc, avant de commencer, je veux remercier évidemment les collaborateurs qui vont permettre la tenue de cette table ronde, le Comité Livre Québec, le Salon du Livre de Montréal, Marquis Imprimeur, la SODEC et l'Association des libraires du Québec, l'ALQ. Cette discussion s'inscrit dans une réflexion sur l'impact de la COVID sur notre secteur et donc, nous voulons voir un peu plus largement, évidemment, les préoccupations concernant l'achat local et les pratiques éco-responsables ne datent pas de la pandémie, mais la pandémie nous oblige à y jeter un nouvel œil et on vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation. On va prendre vos questions au fur et à mesure, leur trouver une place dans notre discussion. Pour commencer, nous allons donner la parole à Jean-François Ménard, qui a, comme plusieurs d'entre vous le savent, produit une analyse du cycle de vie des livres papier et numériques pour la LQ. Et M. Ménard va nous présenter un résumé de cette analyse pour commencer nos discussions. La parole est à vous. Merci. Donc, je vais commencer par simplement, très rapidement, expliquer un peu comment fonctionne l'analyse cycle de vie. Donc, l'analyse cycle de vie est un outil d'analyse environnementale qui permet de comparer des produits entre eux. Et pour que cette comparaison soit la plus complète possible, on doit tenir compte de l'histoire complète du produit ou des produits comparés, c'est-à-dire considérer toutes les activités qui sont nécessaires pour utiliser le produit. Donc, dans ce cas-ci, on part de l'extraction des ressources naturelles, leur transformation pour fabriquer le produit, sa distribution, son utilisation et, ultimement, sa fin de vie, ce qu'on appelle communément le cycle de vie. Pour que cette comparaison soit aussi objective et qu'on puisse la quantifier, ces activités, cette histoire est convertie en une série d'extractions et d'émissions dans l'environnement. Donc, toutes ces activités, on regarde ce qu'elles extraient et ce qu'elles émettent dans l'environnement. Et pour interpréter ces informations-là, on convertit ces extractions et ces émissions en indicateurs environnementaux, comme par exemple les gaz à effet de serre vont être convertis en équivalent CO2. On fait la même chose sur d'autres indicateurs qui regardent, par exemple, les dommages sur la santé humaine, sur la biodiversité et sur les ressources. Donc, voici un peu ce que l'ACV fait. Et dans ce cas-ci, l'analyse portait sur, non pas la comparaison du livre papier numérique, mais en regardant simplement chacun des types de produits, donc chacun des types de livres, quels étaient les contributeurs principaux sur le cycle de vie, pour permettre aux acteurs du livre de prendre des meilleures décisions pour améliorer la performance. Donc, identifier les principaux contributeurs pour offrir des pistes d'amélioration, des leviers d'action pour chacun de ces acteurs. Donc, pour faire cette analyse du livre papier, au lieu de regarder l'industrie dans son ensemble, on a utilisé 4 titres comme cas d'étude. Donc, on avait 2 titres qui étaient des livres papier genre essai ou roman, un livre illustré à couverture rigide, papier impression couleur, et un livre jeunesse, pareil, impression couleur, image, et par contre, une couverture souple. On a donc considéré, on a eu des informations de la part des imprimeurs sur leurs activités, donc la quantité de papier, la composition de chacune des copies, l'encre, la colle, la lamination, par exemple. Le distributeur nous a informé sur les distances pour la livraison, pour les retours, les nombres d'exemplaires en stockage. Le libraire nous a fourni des informations sur sa consommation d'électricité, par exemple. Donc, tout ça nous a permis de modéliser le cycle de vie du livre. On a donc ramené tout à essentiellement une copie, puisque nous étions intéressés à avoir les contributions relatives des différents acteurs, des différentes étapes du cycle de vie. Nous n'étions pas intéressés à voir combien de lectures chacune des copies va avoir lieu, puisque une lecture, 2 lectures, c'est la même chose. On ramène tout à une copie. Donc, ceci étant fait, ramener tout à une copie pour chacun des titres, ce que nous avons observé, c'est que sur le cycle de vie, le principal contributeur, l'étape la plus grande contributrice sur les changements climatiques, la santé humaine, la biodiversité ou les ressources, était l'étape d'impression. C'est-à-dire, inclus dans cette étape était la production du papier, son transport jusqu'à l'imprimeur,
pareil pour la colle, les encres, l'énergie pour imprimer la copie. Et ensuite, il y a la distribution, le stockage chez le distributeur, la livraison librairie, les transports en retour, l'entreposage chez le libraire. Ce qui n'était pas inclus, par contre, était le déplacement du lecteur vers le point où il se procure la copie, parce qu'on n'avait pas l'information sur cette étape. Et aussi, c'est que les lecteurs peuvent se déplacer de façon très variée pour aller chercher le livre. Donc, ce que j'ai dit, la principale contribution, l'impression. Les différents mouvements des livres, donc soit les livraisons au libraire et les retours vers le distributeur, étaient des contributeurs, encore une fois, ramenés à la copie mineure. Oui. Le pilonnage, qui est, on pourrait dire, la fin de vie des invendus, comme les taux pour les 4 titres qui étaient regardés étaient très, très faibles, le pilonnage avait une contribution très faible. Quand on regarde l'impression, donc on ramène tout à l'étape d'impression, le principal contributeur était le papier. Évidemment, quand on regarde un livre, la principale composante du livre est le papier, soit pour le texte ou pour la couverture. Les encres, colles étaient des contributeurs très, très mineurs. Il y avait le cas du livre jeunesse qui, comme il étant très petit, sa masse étant très faible par rapport aux autres livres, la lamination sur la couverture était massivement plus importante et avait une contribution plus importante que pour les autres livres, dont la lamination était en proportion beaucoup plus faible. Ce qui était aussi intéressant au niveau de l'impression, c'était la contribution. Les livres qui étaient regardés étaient principalement imprimés en offset, donc il y a des plaques d'aluminium qui sont utilisées pour faire l'impression. La contribution de ces plaques, donc la production de ces plaques, était relativement importante pour l'étape d'impression. Un dernier point qui est intéressant, c'est même si, quand on regarde au niveau de la copie, certaines activités paraissaient totalement négligeables. Par exemple, au niveau de la distribution, l'entreposage chez le distributeur, donc dans un énorme entrepôt qui doit être chauffé et éclairé, n'apparaissait très peu, avait une contribution négligeable. Mais si on regarde le distributeur, donc là, on sort un peu du contexte de l'analyse de la copie, mais on regarde vraiment les activités du distributeur, qui, lui, a donc à avoir tous ses transports vers le libraire, les retours, mais doit aussi chauffer et éclairer cet entrepôt. C'est vraiment l'énergie pour chauffer, donc le gaz naturel est utilisé pour chauffer cet entrepôt et l'éclairer, qui était le principal contributeur. Les différents mouvements, même si ça représente des milliers de kilomètres global sur l'année pour le distributeur, était une contribution beaucoup plus faible que l'énergie utilisée pour ces activités propres. Donc, au niveau de l'amélioration, les conclusions ou les recommandations qu'on pouvait faire pour améliorer la performance environnementale du livre, c'est de réduire la taille du livre, parce qu'un livre étant plus petit, moins lourd, les quantités de matière sont moins importantes, l'énergie pour le transporter aussi est plus faible, donc réduire le livre, notamment réduire la quantité de papier également. C'est évident que si on regarde dans un contexte plus large dans son utilisation, un livre qui est lu plusieurs fois par lecture, par lecteur, va avoir une contribution plus faible. Donc, plus le livre est lu et partagé, moins sa contribution pour chacun des lecteurs va être grande. Donc, c'est une façon d'améliorer la performance. Et c'est évident que si on regarde spécifiquement le distributeur, d'améliorer sa performance énergétique au niveau de l'entrepôt, donc essayer de réduire les pertes de chaleur, notamment quand les portes s'ouvrent, quand il y a des livraisons ou des départs, ce serait un point intéressant. On reviendra au livre numérique un peu plus tard, mais j'ai une question pour vous. Mais qu'est-ce que le CIREG et est-ce qu'on peut lire votre étude? Est-ce qu'elle est disponible? Alors, le CIREG est un centre d'analyse spécifiquement sur l'analyse du cycle de vie qui a démarré ses activités en 2002 et essentiellement situé à Polytechnique Montréal, mais maintenant aussi avec une antenne, on pourrait dire, à l'UQAM, à l'École de gestion. Donc, c'est vraiment un centre qui travaille spécifiquement sur développer la méthodologie et aussi réaliser des analyses. Pour ce qui est de l'analyse, l'étude propre, elle a été réalisée pour l'ALQ. Donc, tout document appartient à l'ALQ et ce sera donc à l'ALQ de décider si le rapport va être rendu public ou non. Parfait.
Donc, on fera des suivis à ce propos. Je me tourne vers mes deux autres invités, Kevin Cordeau, Stéphane Abraham. Comment vous réagissez à ces conclusions, à cette première analyse du cycle de vie? Là, donc, et là, je vais le répéter souvent, mais on comprend qu'elle porte sur 4 titres en particulier. Ce n'est pas une analyse du cycle de vie de notre industrie. C'est important de le répéter, mais quelles sont vos réactions face à ça? Kevin? Bien, comme éditeur, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur le cycle de vie du livre. On se concentre essentiellement sur nos contenus, on se concentre sur ce qu'on publie, on va déterminer les tirages et tout ça à partir de ça, mais on se concentre beaucoup justement sur le contenu et moins, c'est sûr qu'on en est conscient du contenant et de ce que ça implique, faire des livres papier, mais pas autant de façon autant détaillée. Disons qu'on accorde peut-être moins d'importance à ces éléments-là, parce que ce pas des éléments qui ont été assez peut-être mis de l'avant ou questionnés par l'ensemble de l'industrie. Mais là, avec une étude comme ça nous pointe effectivement qu'est-ce qu'on peut faire à chacune des étapes de fabrication d'un livre. Nous permet de nous questionner sur les choix qu'on fait aussi comme éditeur, dans le fond, parce que si on a peu d'impact finalement sur la fabrication du papier, l'impression du livre et sa distribution, mais tout ça dépend de nos choix. Ça dépend du choix du tirage, du choix de papier qu'on a fait à la base, du choix du tirage qu'on fait aussi. Puis après ça, si on a tiré trop fort, il va en rester beaucoup longtemps dans les entrepôts. Ça fait que tout ça dépend un peu de nos choix, puis ça permet, comme éditeur, je trouve, de questionner ça, dans le fond. Oui, puis une chose qu'on s'était dite, n'est-ce pas, M. Ménard, c'est qu'en raison de la durée de votre analyse, on n'a sans doute pas tous les chiffres réels par rapport au pilonnage, parce que les livres dont traite votre analyse sont quand même assez récents, donc on peut imaginer qu'ils n'ont pas encore été pilonnés s'il y a des stocks en entrepôt, par exemple. Donc, il y a peut-être une donnée, là. Bien, certains étaient parus en 2018, donc je ne sais pas si 2 ans commencent à avoir atteint la fin de vie d'un livre, mais les taux, effectivement, de pilonnage étaient très, très faibles dans le cas de ces livres. Donc, c'est quand même plus tardif que ça, le pilonnage, quand il y en a. En général, oui, je pense que ça dépend des éditeurs. Nous, chez Éco-Société, on fait attention aux pilons. Oui, on essaie de ne pas se rendre jusque-là. C'est sûr que ça a rapport aussi avec ce qu'on choisit comme tirage à la base. Mais je pense que la patience, c'est quand même plus que 2 ans de façon générale. Monsieur Abraham, vos réactions? Oui, bien écoutez, si nous, on regarde en perspective l'achat local et les pratiques éco-responsables, parce que notre partie en tant que telle, l'analyse du cycle de vie qui est faite par M. Ménard, elle est justifiée par rapport à la tablette numérique. Nous, on n'est pas à cette étape-là. C'est plus quand on décide de faire un livre. On croit vraiment qu'il peut y avoir un impact avec un achat local, un impact aussi avec le papier qui est choisi, parce qu'il y a différents manufacturiers, il y a différentes provenances. Le transport devient on pense que le transport devient beaucoup plus important dans notre analyse de cycle de vie par rapport à nos produits. Un papier qui vient de la Chine, qui a des pâtes qui proviennent de l'Amérique du Nord, vous imaginez le transport qu'il peut y avoir. Alors nous, de notre côté, on fait nos devoirs. C'est une usine québécoise. C'est des produits qui sont recyclés, 30 100 on prend de l'énergie la plus verte qu'on peut, du biogaz qui est pris des sites d'enfouissement situés pas loin de Saint-Jérôme. Notre pâte vient de Lévis. On trouve des technologies aussi pour s'approvisionner dans des multicouches qui sont les berlingots de jus, de lait, pour s'assurer d'avoir un approvisionnement constant. Alors, nous, comme manufacturiers, le message, c'est de s'assurer qu'il y a le plus de livres qui soient imprimés au Québec ou dans le plus localement présent. Les imprimeurs sont très, très bons au Québec. On a une multitude. On est vraiment la mecque d'une niche importante. Alors, cette partie-là, l'achat local, je pense qu'il peut avoir un impact. C'est certain que souvent, quand on va à l'extérieur, c'est pour une économie d'échelle, mais l'économie financière n'est peut-être pas la solution par rapport à un achat local puis à une pratique éco-responsable. Mm-hmm. Tout à fait. On a une question du public qui concerne le laminage des couvertures. On demande si c'est une source importante de pollution. Bien, encore, ça dépend des livres. Le livre jeunesse qui avait, je pense qu'il pèse moins de 100 grammes, même pas, tandis que les autres livres les livres textes étaient autour de la livre. Et le livre illustré faisait plus d'1 kilo. Donc, le livre jeunesse était très, très mince, pas lourd. Et donc, proportionnellement, la couche de lamination était plus importante que pour les autres livres. Donc, dans ce contexte-là, oui, pour ce livre-là, la contribution relative de la lamination était plus importante. Mais je n'ai pas voulu non plus comparer les titres entre eux, parce que ce n'était pas l'objectif.
Mais probablement que si je comparais la lamination du livre jeunesse à la lamination du livre illustré, ben, ça reviendrait à peu près à la même chose en masse. Donc, Puis, je ne sais pas si vous saurez me répondre, mais je repense à une conférence qu'on a eue cette semaine de Daniel Normandin concernant l'économie circulaire. Je me demandais si le laminage pose un problème en termes de recyclage. Est-ce que ça peut être recyclé, un produit laminé? Je céderai la parole à... Écoutez, c'est pas mon expertise, là, puis je ne veux pas dire des choses, surtout que je suis filmé en ce moment. question. Mais disons qu'il y a certaines laminations qui peuvent être laminées, ça dépend de quelle base, c'est amidon ou plastique. Mais oui, ça peut être une contrainte, le laminage. C'est le défi du livre, c'est vraiment justement, nous, notre défi, pas notre défi, notre objectif, c'est de faire une économie circulaire ou une boucle, un cycle de vie. Alors, le papier, on y arrive. Le livre a des défis aussi. Notre plus gros défi, nous, c'est la fin de vie du papier. Il faut que ce soit recyclé. Pour le livre, il y a d'autres étapes, la couverture, le laminage. Je ne peux pas y répondre. Ça serait mon collègue de Sustana Lévis qui pourrait vous donner. Mais oui, ça peut être certaines matières peuvent être un frein. Mais on recycle pas mal beaucoup de choses, mais il ne va peut-être pas se retrouver dans la même catégorie. Mais ce que j'ai retenu, en fait, de ce que M. Normandin disait, c'est que les livres, entre autres, où il y a d'autres produits qui rentrent. Je pensais aux livres jeunesse où il y a du tissu. Là. Ma fille a beaucoup de livres jeunesse où il y a des textures et tout ça. Et là, c'est vraiment un problème parce que, rendu en fin de vie, ces livres-là ne peuvent pas être recyclés parce que c'est trop compliqué d'isoler le produit recyclable de celui qui ne l'est pas. Et donc, ça, comme consommateur, je trouve que ça fait réfléchir aussi sur... Non, on s'améliore. Si on est capable d'aller chercher la fibre de berlingot de lait qui sont des produits laminés. Donc, voilà, c'est un peu. Ça fait référence à une conversation qu'on a eue au préalable. Donc, je vais peut-être vous lancer la fibre de berlingot de lait. Monsieur Abraham, pouvez-vous nous en dire plus? C'est tout nouveau. C'est parce qu'au Québec, il n'y avait personne qui pouvait le faire. On envoyait souvent nos déchets à l'extérieur. Et notre usine, on a une usine qui est aux États-Unis qui le faisait déjà. Alors, on a amené cette technologie-là à Lévis. Et là, en ce moment, notre challenge, c'est de ramener justement ce produit-là. On a de la difficulté à en trouver. Il y a eu quelques articles dans la presse et à Radio-Canada. Je pense même que Recycle Québec pense peut-être faire une consigne l'année prochaine pour apporter les personnes à recycler ces produits-là localement, parce que ça fait partie du même défi, là, de ne pas d'envoyer nos déchets loin et les ramener. Alors, oui, on est capable de recycler pas mal de choses. Je vous dis tout de suite, vos tickets, vos contraventions ne sont pas recyclables parce que ça résiste à l'eau et à plusieurs intempéries. Alors, mettez pas vos billets de contravention dans le bac à recyclage. Mais oui, on est capable et nos technologies s'améliorent de plus en plus. Alors, c'est des défis qu'on améliore. Ça fait partie. Il y a quelqu'un du public qui nous pose une question sur l'achat local, puis je vais peut-être vous la scinder en deux, en fait. On nous demande à quel point l'achat local fait une différence ou a un impact sur l'environnement. Puis j'aimerais peut-être vous entendre à la fois sur l'achat local du client individuel qui choisit d'acheter son livre localement plutôt que de le faire venir d'une grande plateforme, par exemple, mais aussi l'achat industriel, en fait. Et là, je pense qu'on aura un autre type de réponse. Peut-être Kevin, pour commencer? J'irai peut-être sur la deuxième partie. Ça, je vais être plus à l'aise là-dessus. Mais à la base, de toute façon, pour la première partie, je pense que c'est évident que ça encourage davantage l'ensemble de la chaîne quand on fait nos achats chez des libraires locaux, indépendants et tout. Ça, c'est une chose. Mais pour ce qui est de l'achat industriel, si on veut, mettons comme éditeur, le fait d'imprimer local aussi, de travailler avec des papiers qui sont locaux, on a peut-être probablement une meilleure traçabilité par rapport aux matériaux qui sont utilisés dans la fabrication de ce livre-là. C'est sûr qu'avec le papier recyclé, des fois, c'est moins évident parce qu'il y a plusieurs sources là, de papier à ce niveau-là. Mais si on va imprimer en Chine, par exemple, là, ça va être des papiers asiatiques. Puis on a probablement moins accès, on a une connaissance moins... peut-être qu'on l'a finalement, parce que je n'ai jamais imprimé en Chine non plus. Mais c'est sûr que les forêts ne sont probablement pas gérées de la même façon là-bas. Il y a toute une série d'impacts qui s'ajoutent en fait quand on va imprimer ailleurs, sur lesquels on a moins de prise en tant que tel, comme éditeur. Puis c'est ça. C'est d'encourager l'ensemble de la chaîne qui est impliquée dans la fabrication le plus local possible. Je comprenais qu'il y a des enjeux énergétiques aussi qui sont liés au choix local. Quand on parle de vouloir favoriser l'achat local pour ce qui est manufacturier au Québec, c'est avantageux parce qu'au Québec, on a une électricité qui est très verte par rapport aux autres régions. Donc, effectivement, favoriser la production, la fabrication au Québec a un avantage d'un point de vue énergétique. On serait ailleurs, on serait en Chine, ce serait l'inverse. On voudrait probablement favoriser de ce point de vue-là, que la Chine ayant
une électricité beaucoup moins verte que la nôtre, ça pourrait être avantageux pour eux de délocaliser la production d'un point de vue strictement. Parce que le transport, oui, dans le cas de l'analyse, j'avais regardé, enfin, très rapidement, imaginer, créer un scénario où le livre était imprimé en Chine, donc l'électricité de l'impression était chinoise et certains des processus en amont étaient également modélisés avec de l'énergie chinoise. Mais il y avait quand même ce transport. Et donc là, le transport du livre en bateau, même en bateau, qui est très efficace d'un point de vue de transport, amenait une empreinte supplémentaire. Donc, il y a, pour toutes sortes de raisons, il peut être avantageux de favoriser l'achat local. Voulez-vous compléter? Je pense que c'est couvert, mais je crois que c'est seulement économique. Logiquement, si l'impression se fait à l'extérieur, surtout dans les pays asiatiques, c'est une économie d'échelle où leurs frais sont plus bas en général que les produits qui sont faits en Amérique du Nord. Mais les achats, je pense que dans le livre, au Québec, on est avantagé. Comme M. Ménard a dit, on a la chance d'avoir de l'énergie hydroélectrique, puis en plus, les usines qui se concentrent à réduire leur empreinte, parce que nous, c'est tout le temps notre défi, c'est de réduire le plus possible à la source. Et nous, on l'a fait. On a eu la chance là, avec Énergir et Waste Management, qui est notre partenaire dans le biogaz. Mais je veux dire, en général, pour le papier, pour l'impression, le transport local, je crois que d'une façon éco-responsable, un achat local, c'est avantageux. Le prix transactionnel, après ça, c'est un autre. Certains éditeurs, ils ne vont pas en Chine. Certains éditeurs, ils vont. Souvent, c'est plus pour la couleur. On parlait des livres jeunesse, des gros volumes, des papiers plus minces. Alors, ça, c'est un autre enjeu. Mais j'ai une question là-dessus que je vais un peu tordre en fonction de ce que vous dites, mais on pose la question justement de l'impression en Chine, de la question de la déforestation, mais on voit que c'est beaucoup en jeunesse que le bas blesse, en fait, sans vouloir du tout le pointer, l'édition jeunesse, là, on culpabilise personne, mais on sent que le calcul se fait différemment, donc c'est une question d'économie d'échelle, vraiment? Oui, puis en passant, faire attention sur la déforestation, là, je ne veux pas mettre méchant les Asiatiques. Je veux dire, il y a des sources de traçabilité dans toutes les. Même nous, dans le recyclé, en passant, on a une source de traçabilité qui est FSC. Certains papiers asiatiques peuvent être FSC. Alors, ce n'est pas tous les papiers ou ce n'est pas toute la production qui vient de l'extérieur qui n'ont pas certaines normes. Je crois qu'une des raisons, comme je dis, je ne suis pas un éditeur, je ne suis pas un imprimeur. La Chine, où la production de livres jeunesse, c'est souvent des papiers qui peuvent être couchés, qu'on appelle, qui ont une surface avec de l'argile. Nous, on n'en fait pas. Il n'y a pas de moulin canadien de qualité livre qui fait d'un papier couché. Alors, souvent, ils sont portés d'aller soit en Europe ou un peu aux États-Unis, il y a encore quelques usines. Déjà, c'est une contrainte. Si on veut un papier couché pour de la couleur, c'est un peu plus difficile d'acheter local. Ça, c'est une contrainte. On peut prendre des papiers non couchés puis jouer des technologies pour faire des beaux résultats, mais ça redevient un défi au monde des éditeurs et du monde du livre, pas un défi au monde des papetiers. Oui, tout à fait. C'est vraiment un défi à relever aussi, de se tourner plus vers des papiers non couchés, même en couleur. Là. On peut avoir des super beaux résultats. Puis je pense qu'il y a peut-être une habitude des gens d'avoir de la couleur sur du papier couché. Donc, on dirait qu'on fait le saut un peu quand on passe sur du non couché, mais ça peut être très, très beau aussi. Oui, il y a une habitude du consommateur, un type d'esthétique, de traitement de la couleur, tout ça. En tout cas, nos livres couchés, nos livres couleur, ils sont sur du papier non couché. Ouais, exactement. Puis je vais vous donner un exemple. Le monde de la grosse mode, c'est les livres de cuisine ou les livres de recettes. Alors, encore, certains utilisent encore des papiers glacés parce que c'est une habitude pour les couleurs, mais il y en a d'autres qui, je ne veux pas trop en nommer, mais qui prennent nos papiers, qui prennent des papiers non couchés, qui fait beaucoup plus chaleureux, qui amène un autre principe d'image. Mais quand on touche à ce produit-là, qu'on l'aime, ça fonctionne. C'est juste une question, je crois, de perception puis de volonté combinée. Bien, on sait que toutes ces questions-là reviennent à des changements de mentalité, finalement. Donc, à un moment donné, c'est aussi au consommateur d'habituer son œil s'il veut être en mesure de faire des choix éco-responsables. Kevin, les éditions Éco-Société sont reconnues, entre autres, pour faire des choix qui se veulent éco-responsables. Est-ce que vous en êtes où dans votre... Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez encore, des choses que vous voudriez améliorer? Puis est-ce que la pandémie a changé quelque chose dans votre perception de l'achat local puis des enjeux éco-responsables? Les questions, on se les pose constamment. On se les pose depuis longtemps, effectivement. Je pense qu'il faudrait que je vérifie, là, mais la maison existe depuis 1993. Il y avait du papier recyclé à l'époque. Je pense qu'on utilisait déjà ce papier-là, même si ce n'était pas populaire, que ça coûtait plus cher. On est encore sur ces papiers-là aujourd'hui. Ça, c'est un élément.
Je dirais que maintenant, on a modifié un peu, on a mis à jour, si on veut, nos stratégies. C'est sûr que ça s'accompagne aussi de notre développement comme éditeur aussi. On est plus gros, on fait plus de livres, on en vend plus qu'on le faisait il y a 10, même 5, 10 ou 15 ans. Fait que ça a demandé une adaptation aussi de nos stratégies de commercialisation et tout. Donc, il y a sur les lieux d'impression en fait, qu'on choisit, on a développé depuis une année, parce qu'on se développe beaucoup en France, en Europe, en fait, depuis 2-3 ans. Et jusqu'à ce moment-là, on imprimait pas mal à 100% nos livres ici. Et là, on est rendu à une étape où notre chiffre d'affaires est presque équivalent là-bas et ici. Donc, on a presque autant de livres, on en vend presque autant là-bas qu'ici. Et là, on s'est ramassé à faire plusieurs groupages qu'on appelle donc des transports par bateau là-bas. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a localisé la plupart de nos impressions pour les livres qu'on vend en Europe, en France. On a des imprimeurs avec lesquels on travaille là-bas. Puis on a un peu les mêmes principes des deux côtés. On va chercher des papiers, soit des papiers recyclés ou des papiers locaux. Sur lesquels on va imprimer nos livres, mais il y a aussi la question de la gestion des stocks, dans le fond. Les tirages qu'on va choisir, parce que c'est à chacun des titres. C'est un peu, on n'a pas une boule de cristal non plus. Il faut constamment se poser des questions à nos diffuseurs aussi. Combien on a besoin de livres pour la mise à l'office, disons, pour en avoir suffisamment aussi pour la demande. Mais c'est jamais, il faut faire le test. On ne sait jamais avant que le livre soit mis en marché. Donc, on observe ça de façon plus pointue, disons maintenant, pour scier les tirages, pour ne pas risquer de surstocker, là, en fait. Puis, il faut dire aussi que les imprimeurs se sont ajustés, on publie de plus en plus de titres à des tirages de plus en plus bas. Je parle en général, là. Et les imprimeurs se sont adaptés à ça, donc ils ont des presses maintenant qui sont numériques, qui peuvent faire du court tirage et qui sont de plus en plus compétitives avec les presses traditionnelles comme les presses offset. Ce qui fait qu'on peut imprimer maintenant des petites quantités, même 1000 et même moins à l'office, disons. On prend un risque plus petit, un plus petit risque dans le fond pour ne pas risquer de surstocker. Donc, on va continuer à imprimer notre couverture sur offset et il y a certains imprimeurs qui nous permettent d'en mettre en inventaire de ces couvertures-là pour les avoir prêtes pour faire des courts tirages après ça, pour pouvoir s'ajuster. Dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'on peut avoir un office, ou en tout cas une quantité à l'office plus raisonnable. Et si le livre fonctionne, là, on peut s'ajuster à ce moment-là assez rapidement. Et on a déjà les couvertures qui ont déjà été imprimées, donc ça n'implique pas de réutiliser les plaques et tout. Le papier attend d'être utilisé. Et en fait, on préfère... c'est un risque qui est préférable d'une certaine façon, là. Tant que c'est rentable aussi. Il ne faut pas le faire à perte, évidemment. Mais c'est un risque qu'on préfère, dans le fond, d'avoir à réimprimer parce que le livre fonctionne, plutôt que d'avoir à pilonner dans 2-3 ans parce que le livre ne fonctionne pas, là, finalement. C'est un peu des stratégies en fait, qu'on met en place, surtout au niveau commercial, mais qui ont un impact en termes de production. Très intéressant. On nous pose des questions sur le papier. M. Abraham, je me tourne vers vous. Quand c'est sur le papier, je me tourne vers vous. Donc, on nous dit que les coûts en fait, des papiers locaux ont fortement augmenté en raison des difficultés d'approvisionnement dans les dernières années. Puis, on se demande si les papeteries québécoises vont augmenter leur production de papier ou où en est le secteur. Écoutez, ça, c'est une autre question aussi. Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour y répondre, mais si je vous réponds avec qu'est-ce qu'on vit en ce moment, oui, il y a eu des ajustements de prix. J'ai tout le temps dit, moi, j'ai quitté le papier pendant 10 ans, puis quand je suis revenu, les prix étaient vraiment inférieurs à ce qui était. Alors, c'est plutôt beaucoup d'ajustements qui s'est fait avant 2018. Alors, la bonne nouvelle, je pense que dans la partie des papiers non couchés, on a une accalmie. Alors, les personnes peuvent être rassurées. Nous, de notre côté, nos usines, notre forêt urbaine, nous, c'est nos usines de recyclage. Alors, on contrôle nos matières. Alors, on ne voit pas d'augmentation. C'est comme l'essence, ça peut augmenter un jeudi, mais disons qu'habituellement, on ne voit pas d'augmentation. Et
Pour les sources d'approvisionnement, on trouve des sources supplémentaires. Avec la COVID, ça n'a pas été facile parce qu'il y a moins de bureaux, il y a eu moins d'impressions pendant quelques semaines. Je vous dirais que nous, on est sous contrôle dans les papiers non couchés, où il y a d'autres turbulences, c'est peut-être où il y a des moulins en surplus. Nous, il y a de moins en moins de moulins, mais on n'est pas à capacité. Alors, il n'y aura sûrement pas d'investissement majeur dans les nouvelles usines. C'est à l'inverse, ça va plutôt se concentrer sur les besoins. L'emballage augmente énormément à cause justement aussi de la COVID puis le transport. Mais pour répondre à la question, c'est stable dans notre catégorie. Il n'en manque pas. En tout cas, si quelqu'un me dit qu'il manque de papier, je laisserai mon adresse email après, mais il ne manque pas de papier. C'est sous contrôle, mais les fluctuations, c'est souvent plus des ajustements comme toutes les industries en ce moment, avec les situations spéciales qu'on vit en ce moment. Là. On a une autre question complémentaire, mais qui concerne le fait que les imprimeries utilisent beaucoup du papier américain des États-Unis. Est-ce qu'on sait les proportions? Dans quelle proportion les imprimeries utilisent du papier canadien? Bien, les imprimeries, c'est trop gros, mais je peux vous dire que plusieurs imprimeurs au Québec il y a un réseau, là, on passe par un réseau de distribution. Nous, Roland, on s'assure que tous les imprimeurs qui ont des niches spécifiques nous connaissent. Puis je vais le nommer aujourd'hui parce qu'il fait partie au Salon du Livre, Marquis. Bien, Marquis a décidé, comme Kevin, d'investir dans nos papiers il y a plusieurs années. Et la marge entre un papier recyclé et vierge est très minime parce qu'il achète un volume. Il a décidé de faire moins de profit en offrant un produit éco-responsable ou à développement durable. Alors, je dirais que, les marges sont de plus en plus minimes. La majorité des imprimeurs qui ont un plan de développement durable achètent nos produits, mais malheureusement, on ne peut pas toutes les avoir. On n'aurait pas la capacité de toutes l'avoir aussi, mais je dirais que c'est plutôt le consommateur, l'éditeur, certains imprimeurs qui décident d'en faire un programme. C'est cette chaîne-là qui détermine quel produit va être pris. Oui, encore, les produits américains, il faut faire attention. Il y a d'autres produits canadiens, on n'est pas les seuls. Alors, je dirais qu'au Québec, on est quand même, dans le non-couché, on est pas mal canadien. Là. On a un compétiteur canadien. Mais au Canada et aux États-Unis, bien, il y a pas mal plus d'offres dans le non-couché qui vont être nord-américains. On a un peu moins d'offres de l'extérieur d'Amérique du Nord dans les non-couchés, à part dans les papiers coupés qu'on appelle le 8 millions. On se fait envahir par des sources qui ont des coûts beaucoup plus faibles que les usines nord-américaines. Mais dans le livre, non-couché, c'est canadien ou nord-américain. On saute un peu du coq à l'âne, mais c'est parce que je suis les questions de notre passionné public. Là, je ne sais pas, vous êtes extraordinaire. Mais on a une question sur le biogaz. Donc, qu'est-ce que ça peut changer, l'utilisation du biogaz en termes d'énergie? Ben, si, par exemple, le distributeur qui chauffe son entrepôt avec du gaz naturel en ce moment aurait accès à du biogaz, oui, ça changerait l'empreinte du chauffage. Le biogaz, tout dépend de sa source, évidemment. Mais c'est comme dans le cas pour Roland d'utiliser du biogaz qui est produit dans un site d'enfouissement. Ben, ce biogaz-là, les émissions qui en résultent au niveau gaz à effet de serre, du moins, ce qu'on appelle biogéniques, alors sont traités différemment. Donc, en termes d'empreinte, gaz à effet de serre serait beaucoup moins. Donc, ça pourrait avoir un effet. Par contre, pour un distributeur à Montréal, ça va être difficile de s'alimenter exclusivement à partir d'un site d'enfouissement. Parce qu'il n'y en a pas un qui est à côté. Il y en a un à Montréal, mais en tout cas. Donc, il y a des chances de s'alimenter quand même sur le réseau d'Énergir. Énergir veut injecter davantage de biogaz dans son réseau, mais la fraction que ça va représenter risque quand même d'être assez faible, peut-être en augmentant dans l'avenir. Là. Mais oui, ça peut avoir un effet sur l'empreinte carbone surtout carbone. Il y a l'amont du gaz, effectivement. Le gaz venant principalement de l'Ouest, il y aurait son extraction qui a des émissions auxquelles il y a des émissions qui y sont associées. Il y a aussi tout le transport. Donc, tout le long du transport en pipeline, il peut y avoir des émissions fugitives, donc encore du méthane. Donc, d'avoir un approvisionnement local en biogaz pourrait être avantageux à ce moment-là. Faisons un petit saut rapide vers le livre numérique. On ne voulait pas trop en parler et on rappelle que le but de l'étude n'était surtout pas de comparer l'un et l'autre.
ce que j'ai compris de votre analyse, c'est que si on se concentre sur le livre numérique, le pollueur, c'est l'engin, en fait. Le principal contributeur sur une lecture, parce qu'on ramène ça encore à une lecture d'un titre, donc un certain temps d'utilisation de la liseuse qui ne représente pas le temps total, mais même si cette fraction de liseuse est faible, c'est la production de la liseuse qui va... Donc, nous, on a considéré 2 tiers qui lisaient le titre sur une tablette et 1 tiers sur un Kindle, ou une liseuse un peu différente. Et donc aussi, selon les hypothèses que l'on a faites sur le temps d'utilisation global du iPad et de la liseuse, ce qui nous permet de calculer la fraction par lecture, ça restait quand même la liseuse qui était le principal contributeur. Et aussi, c'est que dans les titres qu'on a regardés, le distributeur de livres numériques nous a informé que le titre était stocké, le fichier numérique était stocké au Québec, dans un serveur, dans un centre de données au Québec. Donc, l'électricité consommée par ce centre de données était québécois. Donc, encore une fois, l'énergie québécoise étant ce qu'elle est. Je me tourne vers vous, Kevin, mais ça doit être le cas de presque tous les éditeurs québécois. Les livres numériques sont stockés au Québec. Oui, je pense qu'on s'est assez concerté autour de l'entrepôt numérique là, de Marc. Moi, ce débat me fait toujours penser à un débat qui ne tardera pas à arriver parce qu'il arrive chaque année entre le sapin naturel et le sapin artificiel. Et ce que j'en retiens surtout, c'est que si vous allez donc vers le sapin artificiel ou la tablette, il faut l'utiliser longtemps, beaucoup. Il faut contourner l'obsolescence programmée le plus possible pour être capable d'étirer la vie de cet engin pour réduire son empreinte environnementale, en fait. Ben, on ne la réduit pas. On fait juste... parce qu'une fois qu'on l'a acheté, l'empreinte a eu lieu. On aplatit la courbe pour chaque utilisation. Donc, effectivement, d'avoir une tablette chez soi ou une liseuse chez soi qu'on n'utilise pas, ben, l'empreinte a eu lieu parce qu'elle a été fabriquée, mais plus on l'utilise, plus sa contribution par lecture devient de plus en plus faible. Mais c'est la même chose pour le livre papier. Si on peut le partager, on réduit pour chacun des lecteurs son empreinte environnementale. Voulez-vous... Non, je m'excuse. C'est correct. Donc, ça m'amène à la question de la fin de vie, qui est une question que je trouve assez fascinante dans le cas du livre. Bon, donc, on a parlé du pilonnage, évidemment. Ça va de soi qu'on va essayer de diminuer le plus possible le pilonnage dans une perspective éco-responsable. Ça va de soi. Après, le livre est un objet particulier, un objet symbolique. Donc, chaque fois que je vous écoute, je me dis, mais moi, ma maison est pleine de livres que je n'ai jamais lus, puis peut-être que je ne lirai jamais, en fait. Donc, il y a comme un rapport au livre qu'on conserve après l'avoir lu. Donc, son utilité, elle n'est pas du même ordre que d'autres objets. Dans une conférence récemment, Daniel Normandin nous disait, souvent les objets dans notre maison, on les utilise pas plus d'1 fois par mois. C'est évidemment le cas des livres. Juste la plupart des livres qu'on a chez nous, on ne les utilise pas plus qu'1 fois par mois. On les utilise en fait peut-être une ou 2 fois dans notre vie, mais pourtant, ils restent là. Ils ont donc cette valeur sentimentale. Et je me demande beaucoup comment on fait donc, pour accueillir cette donnée-là, symbolique, et qu'elle soit concordante avec nos espoirs éco-responsables. Alors, c'est sûr qu'un livre qui reste sur une étagère à la maison ne sera pas partagé. Donc, si un autre lecteur veut avoir accès au livre, il faut qu'il s'en procure un nouveau. Donc, c'est une copie supplémentaire. Donc, mais si on regarde juste la copie, tant qu'elle est chez moi et qu'elle ne bouge pas, son empreinte est comme en pause. Et c'est ultimement, si le prochain propriétaire du livre dit, ben moi, j'en veux plus, et il va s'en débarrasser parce qu'il n'aura pas l'attachement affectif ou émotionnel à ce livre-là, et qu'il en dispose de la bonne façon, donc notamment qu'il l'envoie au recyclage, ben, cette pause n'aura pas eu d'effet. C'est sûr que d'un point de vue matière, c'est comme pour les matériaux de construction, il y a un délai que le bois est dans l'immeuble et il n'est plus disponible à être réutilisé. Donc, la demande pendant le temps où il est stocké, le livre, ben, il faut obtenir des ressources ailleurs. Mais à partir du moment où il y a un certain roulement des livres, ben là, il y a suffisamment de fibres disponibles pour les recycler. Donc, c'est juste une question ça pourrait être un problème temporaire. À partir du moment où les livres qui sont chez les gens finissent par retourner dans le cycle, ben, et cette matière est disponible à être recyclée pour en produire des nouveaux, ben, ça roule.
Je vous entendais dire ça, M. Abraham, que l'enjeu du livre, c'est la fin de vie, en fait. Ben oui, c'est sûrement un plus gros défi, même à analyser. Je ne sais pas, j'aimerais pas avoir à le faire, mais c'est certain que je lance ça comme idée, une consigne du livre à la livre. Tu ramènes ton livre, tu es payé parce que logiquement, il y a une gestion. J'ai de la difficulté à voir la fin de vie, moi, d'un livre. Je suis d'accord que sur une tablette, il est en pause, mais tant qu'il n'est pas mort, pour moi, il est en vie. Alors, le livre, s'il est là 100 ans, ce cycle de vie est encore en progression. C'est plus difficile dans notre perspective en tant qu'un manufacturier de papier parce que beaucoup des papiers, eux, leur cycle de vie est beaucoup moins long, excusez-moi, et beaucoup plus difficile parce que beaucoup de personnes ne recyclent pas bien ou ne recyclent pas par le bon réseau, là, qui est la poubelle domestique. Là. Alors ça, c'est notre challenge comme manufacturier. Pour le monde du livre, bien, il y a un challenge d'évaluer c'est quoi la vie d'un livre puis comment le recycler. Mais c'est certain que s'il revient dans le bon créneau, je pense que ça fait un bon cycle de vie. Kevin? Oui, c'est sûr que pour ce qui est de la fin de vie, quand on pense à le recycler, ce livre-là, il faudrait qu'on arrive à mieux encadrer justement la récupération de ces livres-là pour que ça aille à un pilon en bonne et due forme plutôt que dans nos bacs de recyclage, plutôt que ça se ramasse avec plein d'autres matières, que ça soit taché vers des résidus alimentaires et tout, puis qu'on ne puisse plus rien faire avec, là, finalement, rendu là. Si c'est rempli de graisse et toutes sortes de choses comme ça. Je fais une hypothèse, mais peut-être en travaillant avec les éco-centres. Là, maintenant, on va accueillir notre styromousse dans certains milieux municipaux. On n'est pas supposé de jeter ce genre de ressources-là n'importe comment dans nos bacs, dans nos poubelles. Je pense que c'est un défi dans toutes les matières, là, la gestion des déchets. Là, et plus qu'on va être capable de trier et d'amener les sources à la bonne place, ça va régler, ça va aider beaucoup de maux de tête à faire des analyses de cycle de vie. Nous, on a le nôtre, là, mais dans le monde de l'édition ou dans le livre, moi, je vois moins une vie courte pour un livre, tant mieux, parce qu'il en imprime d'autres. C'est notre objectif. Mais en même temps, c'est un défi. Mais c'est un défi manufacturier, mais je trouve que c'est un défi d'individu aussi comme consommateur. Je me faisais la réflexion cette semaine que mon bureau est rendu un centre de stockage, de tri. Là, j'ai une boîte pour le styromousse, puis une boîte pour les appareils électroniques, puis une boîte pour les livres que je ne veux plus. Puis là, à un moment donné, tu te dis, écoute, il faudra consacrer une pièce de notre maison. Donc, c'est quand on parle souvent de charge mentale, là, ça ajoute aussi pour le consommateur une espèce de charge mentale de devoir gérer ce tri-là. De là aussi, un tri qui se fait mal parce que les gens... En recyclage, l'enjeu, c'est la contamination, souvent de la matière. Donc, on avait un tri sélectif, enfin, on avait les deux, métal, plastique et papier. Là, on a tout mis la plupart des municipalités sont revenues au tout mélangé. Je ne sais pas si on va retourner éventuellement vers une distinction pour avoir une meilleure qualité de la matière, mais personnellement, je ne voyais pas de problème à avoir 2 bacs ou un, le nombre de bacs n'a pas d'importance. On nous demande où on devrait recycler nos livres, idéalement. Bien, c'est encore en dehors de mon expertise, mais la complexité si je comprends la question, c'est à la maison. Alors, c'est ton bac de la maison, tu le mets dans le bac à papier, dans le bac bleu, et en souhaitant que le centre de tri fasse ce qu'il y a à faire. C'est ma réponse. Dans l'industriel, que ce soit les imprimeurs, que ce soit les bureaux, c'est un système beaucoup mieux établi, puis ils ont réussi à récupérer beaucoup des papiers utilisés. Alors, je vous dirais que dans le bac bleu, puis essayer de le moins contaminer possible. Puis quelqu'un qui veut vraiment aussi, il peut arracher la couverture puis juste mettre le papier libre. C'est comme ça que je pourrais... Est-ce que vous savez si on sent un impact du travail à domicile, entre autres sur le recyclage de papier des tours à bureau? Ben oui, c'est clair. C'est clair. Je regarde nos partenaires qui sont dans les ventes de papier et bureaux, là, qui sont plus des détaillants. Là, ils se sont adaptés, ils vont par le web, ils offrent des avenues différentes, mais le volume dans les bureaux a baissé, c'est clair. Le volume a augmenté sûrement plus dans les domiciles, excusez mon anglicisme, les home office ou les bureaux à la maison. Et on voit aussi une explosion des ventes dans certains marchands, donc on vend, là, je ne les nommerai pas, qui vendent beaucoup plus de papier à petite caisse pour les maisons. Mais qui donc là, sont recyclés dans le recyclage à domicile, donc avec plus de contaminants, etc. Exactement. Mais l'avantage, c'est qu'on a trouvé d'autres sources. Alors, nous, en attendant, puis cette source-là, elle est vraiment, vraiment récurrente. C'est ce qui est très bien pour le papier parce qu'il y a quand même une fin de vie à combien de fois tu peux recycler une fibre. 7 à 8 fois. Là. Bon, écoutez, je n'embarquerai pas dans les détails parce qu'on va manquer de temps, mais disons qu'en trouvant des bonnes sources, nous, ça nous permet
Nous, notre forêt urbaine, il faut qu'elle tourne. C'est l'objectif. Et les ventes, je ne veux pas être aussi trop technique, mais on est plus ou moins 50 30 50 100 dans nos ventes. Alors, au Québec, il y a plus de 100 qui se vend recyclé. En Ontario, aux États-Unis, le 30 est plus populaire. Un peu le prix, c'est relié au prix. Hein? C'est toujours la même question. Mais notre objectif, nous, c'est d'avoir tout le temps une source qui est papier recyclé. Et donc, on terminerait avec une dernière question sur le pilon. Donc, on nous demande, en fait, on propose que notre industrie est peut-être mûre pour une étude importante sur l'impact écologique du pilon, pas sur une copie, là, mais sur l'ensemble de l'industrie, parce qu'on a une responsabilité de surproduction, en fait. Donc, comment vous réagissez à cette proposition, Kevin, peut-être? Oui, définitivement. Il faut se questionner sur le pilon. Ce n'est pas juste mince, on a imprimé trop de livres, on va les faire disparaître. Il y a un impact justement lié à ça. Oui, vraiment, il faut vraiment questionner les décisions qu'on prend par rapport au tirage puis au surstockage et tout. Puis comme vous le disiez plus tôt, il y a quand même une facilité plus grande maintenant de réimpression qu'à une autre époque. Donc, il y a d'autres façons de faire, en fait, pour éviter le pilon. Monsieur Ménard? Pour moi, le pilon est simplement un gaspillage. Donc, ramener à la copie, ça peut représenter très peu de choses parce que moi, je le regarde vraiment d'un point de vue utilisation. Donc, copie, le lecteur, lui, s'il a fallu que j'ai pilonné 1%, ben, c'est comme si j'avais acheté 1,01 livre. Donc, ça peut être faible par copie, mais peut-être qu'au niveau de l'industrie, d'avoir un regard plutôt secteur pourrait être intéressant de voir les volumes que ça implique. Puis si les volumes sont importants, ben, ça pourrait être... surtout si on commence à pilonner des livres qui ont été produits ailleurs avec une empreinte plus importante. Donc là, il faut voir quel type de livres sont davantage pilonnés. Donc là, il faudrait essayer de distinguer parce que c'est ça. Donc, c'est un gaspillage. On a imprimé, donc extrait des ressources, transformer des ressources, imprimer un livre, transporter pour ultimement aller le pilonner. C'est un gaspillage de ressources. Bien, sur ce, je vous remercie tous les trois. Donc, nos trois invités, Jean-François Ménard, analyste au CIREG, Kevin Cordeau, responsable de la production aux éditions Éco-Société, et Stéphane Abraham, directeur des ventes chez Roland Inc. C'était vraiment fort intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'espère que c'est vrai des gens qui nous écoutent aussi. Merci à vous, public. Vos questions sont vraiment super. Et puis, on se donne rendez-vous donc à 11h20 pour la remise du prix Fleury-Méplet. Et moi, je vous retrouve à 11h30 pour une table ronde autour des nouvelles activités de promotion au temps du coronavirus. À tout de suite.